troisième table ronde de cette matinée de Demain le Sport. Il nous a éblouis l'été dernier. Nous étions tous au pont Alexandre III pour voir Alexis Anquincan remporter sa médaille d'or paralympique, la deuxième de son palmarès et de toute son histoire personnelle. Il court, il pédale, il nage. L'autre, il commente ceux qui courent, ceux qui pédalent et ceux qui nagent. Le nouveau souffle pour le parasport avec cette troisième table ronde. Je vous demande d'accueillir Alexis Anquincan, accompagné d'Alexandre Boyon. Salut messieurs. Installez-vous. Alexis, Alex. Je vous en prie, asseyez-vous. Tu peux t'asseoir là si tu préfères. Alors initialement, on était dans un autre... Tu veux qu'on change ? Ah non. Moi alors, je vais te dire un truc. Si j'avais attendu qu'on me donne ma place, on n'en serait pas là. Vas-y, assieds-toi. Mais... Asseyez-vous, monsieur Boyon. Mets-toi là. Ça commence à bien faire. C'est le jeu des chaises musicales. Un peu. Merci, Alex, de m'accompagner avec... Plaisir. Alexis, comment ça va, mon cher Alexis ? Bonjour à tous, merci beaucoup, ça va très très bien. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, on a intitulé cette table ronde un nouveau souffle pour le parasport. On a déjà beaucoup parlé depuis ce matin d'une espèce de petite pointe de déception concernant l'héritage, notamment avec Marie-Amélie Le Fur, qui, elle, quand même, dit que le regard a changé. Mais vous faites partie de ceux qui êtes un peu déçus. On va commencer par la déception pour finir par l'enthousiasme et l'espérance. Oui, bien sûr, on va commencer par le négatif et on va garder le positif. Le négatif, effectivement, nous a survendu un rêve d'héritage. On y a cru, nous les sportifs, effectivement, les parasportifs encore un peu plus. Pour les 2024, pour moi, je prends souvent l'exemple d'un tsunami. On a pris une vague monumentale et on l'a surfé et ça a été exceptionnel. Par contre, après le tsunami, malheureusement, il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de vases. Et là, on est un peu dans un monde de vases, un peu. Et c'est vrai qu'on a du mal à garder un nouveau souffle, si je puis dire, justement, de ce qu'on a pu connaître et de ce qu'on vit aujourd'hui. Mais voilà, ça a été un magique quand même, ce tsunami, quoi. Ça, c'est sûr. Alex ? Oui, pour rester dans la thématique, le souffle est retombé. Est-ce que vous pensez que les parasportifs, le parasport, le milieu, en a plus souffert que le sport en général ? Aujourd'hui, je suis pas sûr que le parasport souffre plus le monde paralympique que le monde olympique. Je pense que là, en ce moment, le constat, il est le même, c'est-à-dire que la conjoncture est difficile pour tous les athlètes olympiques, paralympiques. Ce qui est magique, c'est que le parasport a été vraiment découvert avec Paris 2024. Ça, c'est indéniable. Je pense que la plupart des Français ne connaissaient pas les parasportifs, ne connaissaient pas les paradisciplines. Et ça a été un coup de projecteur magique. Et ça, on a gagné du temps. Et effectivement, ça a été une visibilité exceptionnelle. Le point positif, c'est que forcément, ça a donné envie à plein de champions, plein de petits champions, championnes, de vouloir faire comme nous. Et ça, c'est exceptionnel. Maintenant, le problème, c'est que la visibilité retombe justement dans les travers et que en fait, ces parasportifs et ces paradisciplines que vous avez pu découvrir, en fait, vous les voyez plus. Et si vous ne les voyez plus pendant les 3 ans à venir jusqu'à Los Angeles 2028, naturellement, vous allez les oublier. Et si vous les oubliez, les partenaires vont nous oublier. Et en fait, c'est un cercle malheureusement vicieux. Il y a donc un enjeu, pardon, c'est un peu vulgaire de parler d'argent, mais d'économique. Vous, par exemple, même tout Alexis Anquincan que vous êtes, vous avez perdu des revenus ? Bien sûr, oui. Tout le monde, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu un désengagement, on en a parlé ce matin, de l'État. Bon, ça, voilà, il fallait malheureusement peut-être s'en douter. Mais ce qui est plus cruel, c'est le désengagement aussi massif d'entreprises qui ont fait, pour certaines, de l'opportunisme avec les Jeux de Paris 2024, en s'achetant les Jeux, en s'achetant des athlètes. Donc là, et en s'achetant bonne conscience. Pendant 2 ans, 23-24, ont été des très très belles années. Il y a beaucoup de teams d'athlètes qui se sont créés et ça a été très très bénéfique. Et là, pour le coup, il n'y avait pas de différence olympique, paralympique. Voilà, toutes ces teams d'athlètes, hommes, femmes, il y en avait pour tout le monde et ça, c'était vraiment exceptionnel. Mais forcément, aujourd'hui, oui, le constat, c'est que même moi, qui a été porte-drapeau, qui a bien réussi ces Jeux, etc., j'ai perdu à peu près la moitié de mes partenaires. Donc, ça, c'est un constat. Maintenant, heureusement que tout n'est pas négatif. J'ai des partenaires comme justement la Matmut qui ont continué à m'accompagner et qui m'accompagnent jusqu'à ce dernier feuilleton, j'espère, qui m'emmènera à Los Angeles. On espère bien.
On parle beaucoup, Michael Jérémias a poussé de nombreux coups de gueule, et d'ailleurs, judicieux et bien formulé, il parlait de handy-washing. On investit, alors c'est lié aussi à un événement en France qui arrive une fois tous les siècles, hein, c'était les Jeux, et pour la première fois les Jeux paralympiques. Pour autant, il y a eu quand même des retombées, un regard différent. On ne va pas oublier deux choses. Le comité paralympique a deux rôles, hein, c'est d'aider les sportifs de très haut niveau comme vous à participer aux championnats d'Europe, aux championnats du monde, ceux que vous allez disputer dans moins de 2 semaines, et les Jeux paralympiques, mais aussi permettre l'accès et le développement pour les sportifs en situation de handicap. Là aussi, il y a un vrai problème, et c'est là que le bas blesse, c'est que les clubs, il n'y a que 3% des clubs qui peuvent accueillir des personnes en situation de handicap. Oui, bien sûr, il y a eu une vraie volonté du CPSF de la labellisation de plein de clubs inclusifs. Et ça a été forcément quelque chose de très bénéfique, puisque aujourd'hui, des gens en situation de handicap ont du mal avec le regard des gens. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Et donc, c'est souvent des enjeux de sédentarité sur ces personnes-là, de les sortir de chez eux. Et finalement, ces Jeux de Paris, ça leur a forcément donné envie de vibrer et donc envie de faire du sport. Parce que là, on parle de sport de haut niveau toujours, mais il y a aussi le sport loisir, hein, qui est le sport santé qui existe. Et ça, c'est une très très bonne chose. Maintenant, je tiens aussi à dire que il faut que les gens soient eux-mêmes acteurs de leur projet. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes en situation de handicap, c'est pas parce qu'à côté de chez vous, il n'y a pas un club labellisé que vous pouvez pas faire non plus la démarche d'aller essayer de toquer à la porte en disant voilà. Aujourd'hui, c'est 50 km pour trouver un club qui vous accueille quand vous êtes en situation de handicap. C'est à peu près ça. Labellisé. Mais du coup, ça veut dire qu'à moins de 50 km, vous avez aussi des clubs qui accueillent des sportifs et qui sont pas forcément labellisés, mais qui ont peut-être pas forcément eu l'idée de se faire labelliser et qui peuvent peut-être être en possibilité de vous accueillir et du coup de pouvoir faire du sport ensemble. Et moi, pour moi, le sport, c'est ça l'essentiel, c'est de pouvoir le faire un maximum tous ensemble. Moi, à la base, je suis triathlète avant d'être paratriathlète. Voilà. Effectivement, ma différence, c'est que je fais du triathlon avec une prothèse, mais je peux vous assurer, quand je prends le départ d'une course, que ce soit le triathlon de Deauville, le triathlon de Marseille, de n'importe où, moi, mon but, c'est de les écraser tous. Oui. Alors, on va rappeler quand même que ce garçon court à plus de 18 km/h de moyenne pendant 10 km, et ça après avoir nagé 800 mètres en natation. Mais plus globalement, vous êtes tout à fait en accord avec votre corps aujourd'hui. C'est compliqué aussi de temps en temps de s'accepter quand on est en situation de handicap chez les jeunes. Quand on va dans une salle de sport, on ne voit pas forcément dans une salle de fitness beaucoup de personnes en situation de handicap. Le regard a changé, mais comment on peut faire pour inciter justement les personnes en situation de handicap et les autres à les accepter ? Moi, je pense que vous avez, vous, médias, un rôle à jouer assez important sur la visibilité en fait, du handicap. Alors, les Jeux est une manière importante de faire cette différence une force et de la montrer. Mais finalement, moi, un de mes plus beaux rêves, en fait, c'est plus parler d'handicap, c'est de parler de différence. Et finalement, cette différence, plus elle est banale, plus on la banalise, et moins ça devient un sujet. J'ai aucun problème à ce que ça soit une belle femme ou un bel homme qui présente la météo le soir. Mais pourquoi demain, ça ne serait pas quelqu'un en situation de handicap, en fauteuil roulant ? Et pourquoi ça ne serait pas un valide qui présenterait Slam plutôt que Théo Curin, par exemple ? Par exemple. Je plaisante. Bien sûr. Mais voilà, en fait, moi je le vois, je me suis un peu habillé pour venir devant vous aujourd'hui, mais la plupart du temps je suis en short. Et finalement, cette prothèse, elle fait part totalement de moi, en fait. Mais est-ce qu'Alexis, tu as vu un regard différent grâce au jeu, par exemple, les gens t'ont regardé différemment et regardé cette prothèse aussi autrement ? Je pense que comment dire, elle fait toujours débat, puisqu'en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas suivi les Jeux paralympiques aussi. Donc, oui, mais la mascotte paralympique, c'est plus vendu et arraché que la mascotte olympique, celle qui avait la petite lame, par exemple. C'est normal, elle était plus belle. Ouais, c'est vrai qu'elle était trop mignonne. Elle était trop mignonne. Non, mais c'est des détails, c'est des symboles. Mais tout à l'heure, Marie-Amélie Le Fur, la patronne du comité paralympique, disait et lançait un défi à Edgar Gros-Piron. C'est par l'école qu'on va commencer aussi, en organisant par exemple cette semaine de parasport, y compris pour les enfants valides, donc pour qu'ils puissent aussi appréhender ce que vous vivez, et puis aussi pour se dire, pour nous les plus anciens, moi j'ai la chance d'avoir un de mes meilleurs amis qui est amputé aussi et qui m'a toujours dit, tu sais ma grande, moi je reviendrai jamais dans ton monde, mais toi un jour tu vas venir dans le mien, parce que tu vas vieillir ou bien parce que tu vas avoir un accident de la vie. Les 3/4 des athlètes alignés lors des Jeux paralympiques n'étaient pas handicapés de naissance. Comme toi, ils le sont devenus par un accident de la vie. Et le sport a sauvé et changé leur vie. Est-ce que, quand même, ces discours-là, même si ça fait un peu béni oui-oui, ça compte un peu ou pas du tout, Alexis ? Oui, non, mais tu as tout à fait raison. L'enjeu, on parle souvent d'accessibilité.
Mais en fait, c'est un mot qui ne devrait pas exister. Effectivement, comme tu le dis, on peut malheureusement avoir une maladie, un accident, mais tout simplement vieillir. Et donc l'accessibilité, en fait, c'est même pas un sujet. C'est pas parce qu'aujourd'hui on en a pas besoin. Être mère de famille avec des poussettes et on peut pas accéder à certains endroits aussi. Hein. Bien sûr, c'est ça. Donc en fait, on est en 2025, on débat de choses, malheureusement, qui, à mon sens, ne devraient pas avoir lieu, parce qu'en fait, il faut... On pense toujours à moyen ou à court terme, mais en fait, il faut toujours essayer de se projeter. Moi, j'ai fait une maison en plein pied, et forcément, j'ai prévu des bâtis de porte un peu plus larges. Mais quand vous faites construire une maison, qui vous le dit de base? Pas grand monde. Et pourtant, vous foulez une cheville, ça suffit pour être en fauteuil roulant. Alors peut-être que pendant 2 semaines, ça va. Mais vous êtes bien content quand c'est aménagé, quoi. Marie-Amélie Le Fur, qui était là il y a 1h30 maintenant, avait participé à des préconisations qui étaient sorties en 2023 pour qu'on ait un regard différent sur les personnes en situation de handicap et pour qu'elles aient plus accès au sport. L'une de ces préconisations, c'était le sport à l'école. On sait très bien que les prospects, quand on touche les enfants et qu'on les sensibilise, après, c'est rentré, c'est ancré, c'est accepté. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas plus d'initiation de trimestre de parasport à l'école? Parce que c'est pas plus bête de faire du basket fauteuil que d'apprendre à monter à la corde. C'est quelque chose qui devrait être systématique aujourd'hui. Oui, mais c'est sûr que c'est des enjeux de faire découvrir le parasport de façon plus générale, mais c'est aussi finalement où est-ce qu'on met la place du sport dans notre société. On avait eu un engagement de dire qu'il y aurait 2 heures de sport supplémentaires au collège, ça a été annulé. Il n'y en a plus. Oh, voilà, c'est dommage. Comme par hasard. Le passeport qui permet aux plus jeunes de pouvoir justement pratiquer le sport, on le retire. Voilà, encore une fois, on vient taper toujours et encore sur le sport. Et on ne peut pas accepter ça parce qu'en fait, à chaque fois, on minimise l'impact du sport dans notre société. Qu'est-ce qui a fait que Paris a été une énorme réussite? C'est le fait que ça nous rassemble tous, ça nous fédère. Et qu'est-ce qui fait que le sport, finalement, ça réussit, peu importe d'où vous venez? C'est qu'en fait, ça vous met un cadre, ça vous met des règles. Voilà. On parle aujourd'hui d'une jeunesse qui a peut-être besoin de se faire un petit peu recadrer, mais le sport, en fait, c'est ça. C'est, voilà, vous avez un arbitre, il y a un coup de sifflet, vous obéissez, vous n'avez pas le choix. Donc voilà, je pense que on en est là. C'est politique à chaque fois. Mettre le sport toujours plus bas que terre. Il y a un poste de ministre qui est dispo. Non, merci. Non. Pourquoi pas? Il y avait un très beau slogan qui disait les Jeux paralympiques, on y vient avec ses différences, on en repart avec ses ressemblances. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand il y a de la mixité, quand il y a de l'échange, c'est toujours plus fort. Il y a des choses assez simples à faire, puisqu'on parle justement de ce nouveau souffle. Il y a une très belle initiative, comme un fait exprès, ça vient de Lens, qui est quand même un club plutôt social et où les gens sont assez investis. C'est une section cécifoot au Racing Club de Lens. Je me pose une question toute bête, mais pourquoi aujourd'hui, alors qu'il y a un problème de visibilité dans certaines compétitions, pour certains clubs qui ont du mal à se trouver, pourquoi on n'associe pas systématiquement et pourquoi les clubs qui ont quand même les moyens ne mettent pas leur nom? On pourrait avoir Lille OSC Cécifoot, on pourrait avoir l'OM Cécifoot. On met le logo, on met simplement les maillots, ça coûte pas plus cher et on fait une communication. Parce que ça passe par là aussi. Est-ce que vous êtes demandeur et est-ce qu'il serait preneur? Moi, personnellement, je trouve que c'est une super idée. Moi-même, au sein de ma fédération française de triathlon, j'ai souvent milité pour qu'on puisse avoir des stages communs olympiques, paralympiques. Parce qu'en fait, je suis persuadé qu'on apprend tous des uns des autres et qu'on a tous nos singularités. J'ai souvent pris l'exemple d'un gars dans notre équipe, Louis Noël, il est né sans jambes. Le cordon ombilical de sa mère s'est entouré autour de ses jambes, il est né sans jambes. Et il est vraiment pénible parce que tous les matins, il se lève, il a un sourire et il se couche avec le sourire. Et imaginez cet athlète-là qui du coup est né sans jambes, vous allez le retrouver au petit déjeuner le matin et vous allez en face de lui un athlète olympique qui va avoir un petit blessure au niveau du tendon, un petit truc. Et qui fait la gueule. Mais si ça va pas lui permettre de relativiser un petit peu sur la vie et ce que sa blessure et tout ça. Voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais moi je reste persuadé en fait qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place et effectivement ces clubs pro apprendraient forcément. Essayez d'aller jouer au foot, parce que moi j'ai déjà fait des activités Cécifoot, essayez d'aller jouer au foot les yeux fermés, vous allez voir que c'est hyper compliqué. Déjà les yeux ouverts, oui, c'est ce que j'allais dire, à moi perso. De toi à moi. Mais par exemple, il faut savoir qu'en NBA, qui est quand même un modèle économique que suivent quand même pas mal les gros clubs de football aujourd'hui, il y a des équipes de basket fauteuil qui portent les noms des grandes franchises. Et c'est aussi quelque chose qui fait qu'on s'intéresse parce qu'on soutient un club et on soutient l'équipe féminine, et on soutient les U19 et on soutient aussi l'équipe de basket fauteuil ou de Cécifoot. C'est une vraie identité en fait, vous faites partie vraiment de... Ça serait
Ça, voilà, c'est un nouveau rêve. Alors, vu qu'on en est sur le nouveau souffle, il y a sur les Jeux du Commonwealth, pas vraiment étonnant, parce que le regard sur les personnes en situation de handicap et sur le handicap est totalement différent. Il y a, lors des épreuves d'athlétisme et de cyclisme, ce qui s'est fait d'ailleurs aussi au championnat d'Europe à Glasgow, les épreuves de paracyclisme et de cyclisme valide en même temps. Ça aussi, c'est un avenir. On comprend très bien que lors des Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, compte tenu du nombre, compte tenu des enjeux économiques, des sponsors qui ne sont pas les mêmes, les logos, on ne le fasse pas. Mais c'est quelque chose qui pourrait naître. On pourrait même aller un petit peu plus loin. Imaginez qu'il y ait des épreuves mixtes. On les a, hommes-femmes, dans beaucoup de sports. Mais pourquoi on n'aurait pas exceptionnellement une compétition mixte avec 2 personnes en situation de handicap, 2 personnes valides. À un moment, comment on peut faire ça? Comment on peut faire les passerelles? Comment chacun peut sortir de ses petites chapelles? Parce que certains veulent aussi garder la propriété de leur fédération. J'ai l'impression, Alexandre, que tu es rentré dans ma tête, parce que ces idées-là, en fait, je les ai déjà eues. Je voulais pas te le dire, mais effectivement. Et arrête de penser à ça, c'est pas beau. Mais oui, effectivement, c'est des idées, moi, que j'ai déjà eues, effectivement, de vouloir faire ce mix, entre guillemets, et ce relais, moi, j'y ai déjà pensé. Après, là où je suis toujours un petit peu sur ma défensive, c'est que nous, par exemple, en triathlon, la grande finale à Wollongong, en Australie, dans 15 jours, ça fait plusieurs années en fait qu'on est sur le même site pour ces championnats du monde de paratriathlon. En fait, on est avec les Olympiques. Et pour autant, on a toujours ce problème de retransmission d'images, parce que les Olympiques ont tout ce qu'il faut et les courses, vous allez les voir. Par contre, nous, on n'existe pas. Mais alors, comment on en sort de ça alors? Justement, ça, malheureusement, j'ai beau depuis longtemps essayer de changer les choses. La réalité, c'est ça, en fait. C'est que le paratriathlon aujourd'hui et le paracyclisme et le paranatation, etc., à Singapour, c'est pareil, il n'y a pas eu d'image. Donc, on en est là. Il y avait eu une promesse qui avait été prise de dire que 25% des compétitions parasportives seraient retransmises à la télé à partir des Jeux de Paris. Bah, ça fait 1 an et je vous demande si vous avez réussi à trouver des images. Moi, personnellement, j'en ai pas vu. Alors, on a passé des résumés, effectivement. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. La réalisation est compliquée également. Il y a justement, et je sais que tu n'es pas du tout langue de bois et tu es le premier à faire ton autocritique sur le parasport, il y a aussi des disciplines, pas en triathlon, hein, mais où la lisibilité est compliquée. En ski, on a trouvé. Hein. On a catégorie malvoyant, assis, debout. Voilà, on a 3. Quand on se retrouve sur un 100 mètres en athlétisme où on a 15, 17 catégories, comment on fait aussi? C'est difficile à vendre. Oui, c'est... La complexité du monde paralympique, c'est ça. C'est effectivement cette classification d'handicap. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a la, entre guillemets, chance qu'il n'y ait que 6 catégories d'handicap en paratriathlon. Donc, c'est plutôt simple à expliquer. Mais c'est vrai qu'en natation, il y en a 10, en athlétisme, il y en a beaucoup. Pour le grand public, je sais que c'est forcément plus compliqué à s'y retrouver. Mais c'est pas parce que, justement, on a du mal à s'y retrouver que ça doit pas être retransmis non plus. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, mais comment, à partir de quand, on aura réussi à ce que ce combat soit gagné? Moi, je prends souvent l'exemple du sport masculin et féminin. Voilà, le foot féminin, le rugby féminin. Je pense qu'on a le même combat avec l'Olympique, le Paralympique. Voilà. Donc, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre la Coupe du Monde féminine de rugby. Et voilà, je vais forcément inciter tout ce sport féminin à se mobiliser aussi pour demander du parasport aussi à la télé, parce que je pense qu'on a les mêmes combats pour ce coup-là. On va poser la question au public. Est-ce que ça vous manque aussi de voir des compétitions? Je vous laisse réfléchir et puis je laisse ceux qui ont les micros dans la salle venir vers vous si vous avez des questions à poser à Alexis. Juste, je voudrais revenir sur ton histoire à toi personnelle, parce qu'on a parlé tout à l'heure avec Bicente Lissarazu aussi des modèles inspirants. Il y a plein d'enfants qui t'ont vu gagner cette image. Ces images qu'on voit depuis tout à l'heure sont sublimes, et c'est pas celle d'une personne en situation de handicap qui fait du sport, c'est juste celle d'un champion, comme Cassandre Beaugrand, par exemple, qui a elle aussi été médaille d'or à Paris sur ta discipline, le triathlon. Cette relation au sport, comment elle est venue et comment tu l'expliques? Elle a toujours fait partie de ma vie, en fait. J'ai vraiment un amour pour le sport. Peu importe, dès mon plus jeune âge, en fait, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Toujours dans cette démarche de vouloir être le meilleur. Voilà, je suis pas mauvais perdant, mais j'aime pas perdre. Voilà, je sais reconnaître. T'es bon gagnant, c'est déjà ça. Ouais, je sais reconnaître mes défaites quand j'en ai, mais du coup, je fais tout pour pas en avoir parce que je déteste ça. C'est un peu un trait commun chez les grands champions. Ouais, j'ai l'impression. C'est pas que j'aime gagner, mais je déteste perdre.
Mais bien sûr que par contre, voilà, pour cette jeune génération ou pas, que je peux essayer d'inspirer un peu, en fait, j'aime vraiment dire que je suis un exemple que dans la vie, tout est possible. Ouais. Il n'y avait rien qui était destiné à ce que je sois double champion paralympique de triathlon. J'ai, par mon accident, eu des blessures assez importantes et mon moignon est vraiment accidenté de façon assez impressionnante avec des grosses cicatrices et ça a été compliqué déjà de marcher avec une prothèse. Donc rien que de fait d'imaginer pouvoir courir, c'était juste impossible et du coup de faire du triathlon, enfin voilà. Mais malgré tout, j'ai eu une petite voix dans ma tête qui m'a dit que c'était possible. Et en fait, je me suis armé psychologiquement et j'ai pris beaucoup de plaisir à me réathlétiser parce que cette période de 3 ans d'inactivité à l'hôpital va enchaîner beaucoup d'opérations. Voilà, j'ai traversé un long tunnel et en fait, la difficulté de ce long tunnel, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de perception de temps. Voilà, vous savez pas, il y a peut-être une lumière quelque part, mais vous la voyez pas et les jours, les mois passent. Et c'est le mental qui t'a aidé à tenir. Oui, sans le mental. En fait, c'est tellement plus dur de s'apitoyer sur son sort et de en vouloir à la terre entière et de pas faire grand-chose réellement, plutôt que de se mettre un coup de pied aux fesses et de dire, mais en fait, voilà, ce tunnel, je vais attendre, je vais voir un jour la lumière. Et quand cette lumière va être là, ça y est, ça va switcher et je vais me prouver déjà à moi et prouver à n'importe qui que finalement cette jambe partie, en fait, c'est rien du tout. Et je vais prouver justement que ça va me rendre encore plus fort. Ouais. Le monde de l'entreprise, Alex, on y va aussi parce que le rôle modèle, il est aussi dans ton engagement et dans ton entreprise. Tu parlais de ton partenaire, la Matmut, qui est aussi partenaire de cet événement. Avoir Alexis en Quinquan dans les murs, ça change quoi? Ça, il faudrait leur poser la question, mais... effectivement, j'ai eu l'opportunité, le nouveau souffle pour moi, ça a été après les Jeux de Paris. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête là en apothéose et c'est super? Ou est-ce que justement, j'ai tellement trop vécu d'émotions et c'est trop fort que je ne m'arrête pas comme ça parce que j'ai peur de passer du côté obscur et je me redonne encore une petite opportunité de peut-être finir en beauté à Los Angeles. Et donc ce nouveau souffle, ça a été cette collaboration qui a évolué où c'était un sponsor, un partenaire. Et aujourd'hui, je suis devenu collaborateur. Et c'est vrai que j'essaye d'apporter voilà, mon côté sportif dans l'entreprise, mon côté voilà, du dépassement de soi, mon côté aussi, ma vision de voilà, on a enchaîné deux actions cette année qui me tenaient à cœur. La première, c'est les risques de noyade. Voilà, on a malheureusement eu un record de noyade cette année avec voilà, des étés qui vont être de plus en plus chauds et une génération de jeunes ados qui n'ont pas connu ce que c'était que la natation, d'apprendre à nager parce que le Covid est passé par là et du coup les établissements scolaires n'avaient pas accès aux piscines. Et donc ça, c'est très très regrettable. Et une action qui va mettre un peu plus de temps mais qui me tient aussi à cœur, c'est le partage de la route parce que je suis triathlète mais je suis aussi automobiliste et je fais en moyenne entre 400, on va dire autour de 400 km de vélo par semaine. Et je constate malheureusement trop souvent des délires sur la route, quoi. Les gens sont vraiment fous. Et je stigmatise pas que les automobilistes, parce qu'il y a aussi des cyclistes qui se comportent très mal. Mais la grosse différence, c'est que par contre, vous, dans votre voiture, vous avez une vraie caisse, quoi, on va dire. Alors que vous, sur votre vélo, vous êtes sans rien du tout. Et moi, accessoirement, un jour, j'ai perdu une jambe sur un chantier et j'ai pas envie d'en perdre une deuxième sur la route, quoi. Donc voilà, c'est un petit message que je passe ce matin en disant... Soyez cool. Vaut mieux perdre 2 secondes et voilà, au pire vous mettez un petit coup de klaxon si vraiment le mec en vélo est ridicule, mais c'est le seul moment où il aime bien perdre 2 secondes. Pour le reste. Mais alors vraiment pas plus que 2. Juste effectivement sur les problèmes de noyade et d'initiation à la natation, un chiffre qui revient très souvent, 50% des jeunes ne savent pas nager en Seine-Saint-Denis. Ça c'était un chiffre qu'on a beaucoup vu pendant les Jeux Olympiques, donc bien sûr le sport aide à cela. Autre chose, je ne sais pas si c'est un lapsus, mais je ne voulais pas passer du côté obscur, c'est ce que tu as dit, ce qui veut dire que quand on ne fait plus de sport, de haut niveau, on passe dans le côté obscur, c'est pas ça, on sait simplement que le sport, c'est un côté plutôt éclairé, et éclairant également. Il y a eu ce chiffre qui est passé et qui a été fourni par le Comité national olympique et sportif français, 1 euro investi dans le sport, 13 euros. On sait très bien que c'est du lien social, et que le lien social, c'est extrêmement important pour les personnes en situation de handicap qui souvent sont isolées, n'osent pas forcément bouger. On sait aussi qu'avec l'absence de mouvement, il y a de plus en plus de sédentarité.
Pourquoi aujourd'hui, alors on va pas refaire le monde, hein, mais pourquoi cet engagement et cet engagement fort politique, mais au sens propre du terme, pour la vie de la cité, n'est pas fait? Pourquoi on n'investit pas sur le sport? On sait que ça rapporte, on sait qu'il y aura moins de malades, on sait qu'il y aura du mieux vivre ensemble. Ça s'entend pas, ça? Comment on réagit quand on est sportif de haut niveau, quand on était porte-drapeau de la délégation française aux Jeux de Paris? Comme je vous l'ai dit, hein, moi je suis raide énervé en fait. Ça m'horripile en fait que ces gouvernements et ces ministres s'enchaînent, etc. Et en fait, qu'il n'y ait jamais de prise de position ferme sur le budget du sport, sur justement la bienveillance qui est autour du sport. L'utilité, ça va au-delà. L'utilité, c'est prouvé. Bien sûr. Mais tu parles de 50% en Ile-de-France qui ne savent pas nager. Mais moi, en province, et qu'on a forcément un peu plus facilement accès à des piscines, ma fille est en 6e, elle a un tiers. Donc sur 60 élèves, il y a 20 élèves qui ne savent pas nager en 6e. Enfin, c'est dramatique. Franchement, c'est hallucinant. Donc, oui, il y a à apprendre de tout ça et il faut tirer des leçons, en fait. Je pensais que ces Jeux de Paris allaient nous donner des leçons et on allait effectivement enclencher la seconde. Mais là, on est plus en train de... Ça l'a fait quand même. Il y a eu la dissolution avant les Jeux de Paris et aujourd'hui, ça va vachement mieux politiquement. Ah ouais, c'est nickel, je comprends pas. C'est quoi l'inquiétude? Moi, j'ai pas compris. Mais par exemple, pourquoi est-ce que vous vous êtes mobilisés, tous les sportifs, il y a à peu près un an, quand un amendement un peu scélérat a essayé de passer en douce au Sénat? Là, il y a un budget qui doit être voté, ça n'a échappé à personne. Pourquoi ne pas faire une ligne rouge, vous mobiliser tous et exiger que dans le prochain budget de la nation, le budget des sports, il n'y ait pas un centime de moins? C'est un beau combat. Ça serait légitime de le faire, en tout cas, ça c'est sûr. Maintenant, mais vous avez une voix tous quand vous êtes ensemble. Vous avez une forme de puissance. Le monde de la culture, par exemple, il est hyper bien organisé pour défendre ses intérêts. Il y a l'exception culturelle, par exemple, en France. On n'a pas réussi à imposer l'exception sportive, mais parce qu'aussi les sportifs sont souvent pas sur la même longueur d'onde, ou en tout cas ne jouent pas toujours collectif. Allez-y, vous vous rendez compte de la puissance et de la force que vous pouvez avoir médiatiquement? Ils viennent vous voir sous les douches quand vous gagnez. Pas rien quand même. Oui, pour prendre des photos, il y a du monde. Hein. Ah bon, je suis pas au courant, mais... non, bien sûr que c'est compliqué en fait de fédérer et de rassembler. Je pense qu'on a tous nos propres préoccupations. Voilà, si je prends mon cas personnel... Le triathlon, c'est quand même un sport hyper énergivore où en fait vous vous entraînez quasiment 6 heures par jour et que le peu de temps où vous avez à pas vous entraîner, vous êtes à la maison et vous avez votre vie de père, de famille, voilà, de mari et tout ça. Et c'est vrai que les journées passent très vite. Moi, je rêverais souvent que les journées puissent être en 28 heures déjà. Moi aussi, je suis pour ça, mais on n'a pas trouvé le... Voilà. Mais globalement, je me cherche pas du tout d'excuses, mais c'est sûr qu'il faudrait qu'on puisse se mettre en... Oui, en ordre de marche. Ouais, c'est ça. Collectif. C'est vrai. Jouer collectif. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que les micros sont... Allez-y. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Jean de la Fosse. Voilà, j'étais ex-enseignant, je suis à la retraite maintenant. D'abord, félicitations Alexis pour tes qualités sportives et humaines. C'est déjà le point le plus important. Ensuite, je voulais intervenir tout à l'heure, mais c'est pas grave du tout, parce qu'en fait, je pense que dans le sport, tout est lié. Je voulais intervenir par rapport à ce qu'a dit Michel Sim, par rapport à l'éducation nationale, évidemment, en disant que en primaire, il n'y avait pas assez de sport qui était pratiqué. Bon, c'est peut-être, moi je sais que j'ai fait du sport, j'ai été enseignant pendant 40 ans et j'ai enseigné le sport aux enfants. C'est vrai qu'en changeant de ministre, comme on le fait tous les, je sais pas combien, ça favorise... là on en calcule plus, là. Ça favorise pas tellement les choses, c'est évident. Hein. Et quand Alexis tout à l'heure parlait du parasport à l'école, je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui serait possible de mettre en place, qui se fait déjà dans certaines écoles. Oui. Et plutôt que de dire que en sortant du primaire, les enfants ne sont pas capables de faire telle ou telle chose, je pense qu'il faudrait plutôt essayer d'avoir un regard plus positif sur l'éducation nationale, essayer de nous aider davantage, ne pas supprimer des postes de spécialistes d'éducation dans l'enseignement primaire. Il y avait l'UCEP qui existait, on a supprimé plein de postes, on a supprimé plein de crédits. C'était une association qui était justement spécialisée pour aider les enseignants à mieux travailler dans leur classe. Voilà.
Donc, c'était pas une question, mais c'était un coup de gueule. C'est pas vraiment une question. Ouais, vous avez raison, Jean. Par rapport à ce que disait Alexis tout à l'heure, ça me semblait très important de le dire. On est là pour ça aussi. Et il faut aider l'éducation nationale, parce qu'effectivement, aider l'éducation nationale, c'est aussi aider le sport. On est d'accord avec ça. Une question ici. Bonjour. Bonjour, donc moi je m'appelle Sylvain, j'ai 45 ans, je suis dans le sport depuis toujours. Je suis prof de PS, je suis éducateur sportif, je suis formateur, je suis prépa mental aussi. Donc toutes ces questions m'intéressent, et pour répondre à la question, en tout cas essayer de donner un élément de réponse à la question de Nathalie Aneta sur pourquoi finalement le handisport a moins de visibilité pour nous. Moi j'avoue que je suis un très mauvais élève. Et par mes connaissances, je pense. Parce que ça veut dire que vous ne regardez pas, Sylvain, c'est ça? J'ai emmené mes enfants aux Jeux Paralympiques, j'étais très content de les emmener. Et je regarde très peu. Et je regarde très peu parce que j'y connais rien, alors que j'ai une grande connaissance dans plein de sports. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, comme j'y connais rien, je suis moins intéressé. Mais par exemple, pardon de vous interpeller, mais le triathlon, les règles du triathlon que pratique Alexis Anquincan ou que pratique Camille Cassandre-Beaugrand, par exemple, sont les mêmes. Il n'y a pas énormément de règles à comprendre. Oui, mais c'est un peu ce que disait Alexandre Boyon tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se perd aussi dans les catégories et de savoir quel handicap ils ont, pourquoi eux, ils peuvent faire ça, pourquoi eux, ils ne peuvent pas le faire. Quelles sont les différentes catégories. Et c'est vrai en tout cas, moi, par mes connaissances ou par connaissance plus poussée des autres sports... Du coup, qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse, nous, les médias, pour que ça change ? Continuer à en parler, essayer peut-être, puisque Alexandre Boyon est là, de France Télévisions... Ça va être pour toi, Alex. Non, mais... Nous, à la radio, on fait, mais vous ne faites pas. Ce genre d'événement, ce genre d'invité, et puis laisser peut-être plus de place à tout ça. C'est ce que disait Alexis tout à l'heure. C'est vrai on fait le parallèle aussi avec le sport féminin, et on se rend compte qu'aujourd'hui, le sport féminin commence à avoir sa place, et c'est plutôt positif. Donc on peut faire. Oui, c'est quelque chose qu'on avait fait simplement. Tout à l'heure, je plaisantais avec Théo Curin, qui était sur Aux Jeux Citoyens, qui était récurrent, parce qu'effectivement, le handicap, ça se montre, et plus on le banalise, entre guillemets, plus il est accepté. C'est la différence. On a toujours peur de la différence, parce que ça nous renvoie à nos craintes, à ce qu'on ne connaît pas. Sur des championnats du monde de natation en 2017, des championnats du monde valides, Florent Manoudou était... en retraite, en parenthèse dans sa carrière, il y avait Ludivine qui était venue, Ludivine Munoz, qui était venue, qui s'occupait des Jeux Paralympiques de Paris 2024 et qui était venue comme consultante. Donc on avait tenté, Marie-Amélie l'avait fait aussi sur des championnats d'Europe d'athlétisme. Donc on essaye de faire des passerelles comme ça, on sera sur les Jeux Olympiques. Après c'est compliqué aussi parce que vous n'avez pas systématiquement des retransmissions qui sont organisées, on essaye de le faire, on essaye très régulièrement de montrer des images, on essaye d'éduquer. Alors on ne peut pas non plus expliquer. Moi le côté pathos, je l'ai passé. C'est-à-dire qu'au départ, on va dire catégorie, debout, malvoyants. Quand on rentre trop là-dedans, on rentre dans le pathos. C'est-à-dire qu'on se donne un peu bonne conscience. Moi, quand je commente du para-ski, je commente des sportifs qui sont peut-être appareillés différemment, mais c'est pareil en boxe. Il y a moins de 56 kilos, moins de 60 kilos, c'est exactement pareil. Il y avait des poids légers en aviron, des choses comme ça. Quand on rentre trop dans le détail, on dénature le sport. Or, ce sont des sportifs de haut niveau, je vous dis, 18 km et demi pendant 10 bornes. Il n'y a personne ici qui le fait à part lui. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Après, il faut aussi qu'on s'identifie à des champions. On se dit l'équipe de France de cécifoot qui a fait plus de 5 millions de personnes. Oui, c'est fabuleux, c'est exceptionnel, mais vous retenez combien de personnes des Jeux Paralympiques ? Charles Knox, Alexis qui est la tête de gondole, voilà. Aurélie Aubert. Mais c'est compliqué. Oui, bien sûr. Il y a une question ? Excusez-moi, juste du coup j'avais quand même une question pour faire le lien. C'est en fait comment une parasportive gagne sa vie en dehors du sponsoring. C'est une bonne question, merci. C'est une très bonne question. La grosse différence entre le monde olympique et le monde paralympique, c'est effectivement ces résultats de primes. Moi par exemple aujourd'hui je suis 7 fois champion du monde, j'ai eu 0 € pour ça. Il n'y a pas de prime. En fait aujourd'hui la fédération internationale qui s'appelle World Triathlon décerne des primes pour les Olympiques. Uniquement pour les valides ? Ouais. Et nous, aujourd'hui, en para, ça n'existe pas. Mais bien sur un petit scandale, là, quand même, non ? Mais c'est une réalité. Mais finalement, si vous regardez le biathlon, il y a de l'argent dans le biathlon. Benjamin Davier, qui est un multiple médaillé de para-biathlon, la dernière fois, il a eu une cagette de pommes. C'est sympa. C'est sympa. Manger des pommes, il y en a un certain président qui disait qu'il fallait en manger, mais... Donc voilà, et donc à part ça, si on n'a pas de partenaire, si on n'a pas de sponsor, clairement c'est impossible. C'est impossible.
Une autre question? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est une question qui va rejoindre finalement un peu la précédente, pas forcément dirigée à Alexis, mais vraiment à vous trois. Au niveau de la médiatisation, on parlait énormément donc, des mondiaux de paranatation qu'on n'a pas forcément pu voir sur France Télévisions, mais également il y avait l'exemple des mondiaux de para-athlétisme qui avaient été diffusés sur l'Équipe TV en 2023, qui se déroulaient à Charletti, qui se sont déroulés il y a quelques semaines encore et qu'on n'a pas pu voir. Finalement, vous, en tant que représentant de médias, en tant que journaliste, concrètement, vous avez parlé des problèmes de diffusion, de réalisation. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus de ça pour vraiment avancer? Parce que la situation telle qu'elle est actuellement, elle n'est pas forcément acceptable. Et on ne peut pas accepter qu'il n'y ait juste plus de compétition handisport diffusée. Alors, c'est quoi les solutions? Elle est pas acceptable. Ceci dit, je vais quand même pondérer. Maintenant, vous avez accès via le site de l'IPC aux compétitions. Et il y a beaucoup de sports également que l'on peut voir. Je pense aux championnats du monde d'aviron qui étaient nulle part chez les valides et para également que l'on pouvait voir sur World Rowing. Donc il y a de plus en plus de sports. Il y a des sports à forte valeur ajoutée qui sont plus médiatiques et d'autres moins médiatiques. On y a quand même accès. Effectivement, vous n'y avez pas accès sur le hertzien, et il y a certaines disciplines qui n'ont pas accès sur le hertzien. C'est aussi le reproche habituel. Mais on a quand même accès à ces choses-là. Nous, ce que l'on fait après, à chaque fois, on a la discussion. Quand les frères Portal font des performances et que Kylian gagne une médaille, on se débrouille pour avoir un FaceTime, pour mettre un sujet dans tout le sport qui touche quand même des centaines de milliers de personnes chaque soir. Et on est là, on est présent, on essaye de les mettre régulièrement, de façon récurrente, parce qu'il faut habituer à avoir des visages aussi pour que l'on puisse après capitaliser là-dessus. Nous, on a des missions de service public, hein, nos concurrents ou confrères, pour certains, du privé ne sont pas soumis aux mêmes obligations. Nous, on le fait par engagement aussi, et c'est le rôle du service public, mais on passe notre vie à faire des choix sur les compétitions, y compris sur les compétitions de valides. Le sport est un produit qui coûte très cher à mettre à l'antenne. En télé, c'est vrai, mais c'est de plus en plus vrai en radio. Donc, les championnats du monde de para d'athlétisme à Charletti, dont vous parliez, nous étions par exemple radio partenaire. On est allé, lorsqu'il y avait les championnats du monde de vélo à Glasgow, il y avait les valides et les paras juste derrière. On a couvert les deux, mais typiquement, là, avec les championnats du monde de cyclisme au Rwanda, on n'y avait pas en même temps, ailleurs, autrement, les compétitions de paracyclisme. Et oui, je vais l'assumer avec une énorme sincérité. Bien sûr que nous avons choisi de couvrir les championnats du monde du Rwanda parce qu'il y avait Pauline Ferrand-Prévot, parce qu'il y avait Tadej Pogacar, parce qu'à un moment donné, nos métiers, c'est aussi de faire des choix. Nous faisons plus de choix sur le sport féminin et sur le sport para que nos confrères du privé. On ne doit pas nous applaudir pour ça, mais je crois qu'il faut prendre conscience aussi du coût de la matière sportive et que nous faisons, comme Alex le disait, sur des reportages, nous on fait des séries sur France Inter. Les auditeurs de France Inter, par exemple, préfèrent 1000 fois qu'on parle d'un sportif comme Alexis en Quinquan que d'un sportif valide. Et puis un footballeur, mon Dieu, ça quelle horreur. Donc on essaye de parler de tous ces champions et ces championnes, quelle que soit leur situation et quel que soit le sport qu'ils font, pour les mettre en valeur dans ces figures inspirantes, et bien sûr les paras et les femmes aussi. Il y aura d'ailleurs un long format sur Alex Joigny qui s'attaque au 7 col dans Stade 2 dimanche. Et pour vous dire, on a fait aussi des choix qui sont simples. Il y a ce week-end Léon Marchand. On me dit que c'est un nageur qui a eu un petit palmarès. Oui, mais d'ailleurs, sa maman sera là, Cécile Bonnet, ce soir. Et on pouvait retransmettre sur le numérique la Coupe du Monde en bassin de 25 mètres qui va disputer ce week-end. Eh bien, on le fait pas parce que les faisceaux coûtent trop cher. Donc, ce sont des choix aussi. Je sais qu'on est un peu. Il paraît que dans le service public, on dépense l'argent un peu n'importe comment. Mais là, en l'occurrence, ce sont des choix qui sont faits. Et ce choix, il a été fait contre celui qui est la star du sport français actuellement. Voilà, ce sont des choix qui sont là aussi. Mais on peut y avoir accès sur l'Eurovision. Allez, une dernière question, après, parce qu'il est tard. Juste de rebondir. Oui, parce que c'est sa masterclass quand même. Bien sûr. La dernière question, après, préparez-vous. Parce qu'en fait, il faut aussi se poser les questions de l'autre côté. Si je dis pas de bêtises, ces championnats du monde de para-athlétisme, ils étaient un mardi et un mercredi.
en termes de visibilité, en termes de possibilité d'aller voir ces championnats du monde. Enfin, la plupart des compétitions auront lieu le week-end, quoi. Et c'est vrai que là, organiser ça en semaine, ça peut être plus compliqué d'un point de vue médiatique, mais ça aussi peut être plus compliqué d'un point de vue public. Donc moi, j'ai été assez étonné de voir ce championnat du monde en semaine. C'était voilà. Donc je pense que tout le monde doit se poser des questions. Allez, dernière question. Oui, bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Stéphane Gauthier, je représente Champs, et c'est pour dire qu'il y a une note d'espoir. Ah, merci Stéphane. En complément. Alors Champs, vous le connaissez probablement pas. On existe depuis 3 ans. On est une plateforme de diffusion du sport sur Internet. Et on propose plein de sports de haut niveau, que ce soit au niveau national ou régional, évidemment les sports d'équipe. Et à partir de cette saison, avec la Fédération Handisport, nous avons décidé de proposer à tous les clubs de rugby fauteuil, basket fauteuil, CC Foot, de pouvoir diffuser leur championnat sur une seule et même plateforme, qui est celle de Champs, où vous trouvez aussi tous les autres sports. Et c'est ça l'idée de Champs, c'est de dire, finalement, si on réunit tout ça sur une même plateforme, la visibilité, on va finir par l'avoir, mais avec une autre forme d'écriture que celle de l'audiovisuel. Merci beaucoup Stéphane, vous me faites la transition rêvée pour la table ronde suivante. Et si les plateformes numériques étaient l'avenir du sport français, on en parlera tout à l'heure. J'ai juste une toute dernière question. C'est l'excellence, l'éloquence, Alexis Anquincan. Quand on aime autant le sport, est-ce qu'après Los Angeles, on pourrait vous voir au CPF, dans un engagement? Moi, je vous ai vendu la place de ministre déjà. Moi, je le vois, il est parfait. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait après? Oui, je me ferme pas d'opportunités sur la suite de ma carrière. Voilà, je sais que je tirerai un rideau sur ma carrière de sportif en 2028, mais bien sûr que j'y réfléchis un petit peu à l'après. Et je crois fermement à ces convictions du sport. Donc si j'y peux y contribuer par tel ou tel biais, je le ferai avec grand plaisir. Et en tout cas, je resterai droit dans mes bottes et encore plus dans ma protection. Ouais, c'est formidable. Merci Alexis. En tout cas, vous serez un consultant pour Radio France et pour France Télévisions quand vous voulez. Vraiment quand vous voulez. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir Alexis Anquincan, ses engagements, sa détermination et l'inspiration qu'il peut nous procurer. Merci Alexis. Merci Alexandre de m'avoir accompagné.